Merci beaucoup. Bonjour. Et merci donc à Droit et Croissance et à AXA de me permettre ce matin de partager avec vous quelques réflexions sur la question de l'engagement actionnarial. L'engagement actionnarial est naturellement au cœur du bon fonctionnement des sociétés en général, mais elle a naturellement une dimension particulière s'agissant des sociétés cotées où l'entretien de l'affectio societatis est par nature plus exigeant. C'est une problématique qui est au cœur des missions de l'autorité des marchés financiers, qui y consacre d'ailleurs une part substantielle de son prochain rapport annuel sur la gouvernance. Le dialogue actionnarial a pris récemment une dimension toute particulière avec 3 éclairages spécifiques. Le premier dans le cadre du débat sur l'activisme, le second dans la perspective de l'intégration accrue par les entreprises des préoccupations liées au développement durable, le troisième dans le débat sur le rôle et l'influence des agences de conseil en vote. Évoquons brièvement ce matin ces 3 thèmes. Pour différentes raisons, l'activisme boursier fait l'objet d'un débat nourri cette année en France. Au-delà d'éventuelles évolutions réglementaires sur lesquelles les avis sont partagés, il y a, il me semble, un consensus qui émerge sur l'utilité de renforcer le dialogue actionnarial en le structurant de façon transparente. Conformément à ce que suggère le code AFEP-MEDEF, nous avons désormais dans un grand nombre de sociétés cotées, en fait 26 sur les 40 sociétés du SBF 120 qui sont examinées cette année par l'autorité des marchés financiers dans le cadre de son rapport annuel sur la gouvernance que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons donc dans 26 de ces 40 sociétés, nous avons un membre du conseil, le président ou un administrateur référent qui est officiellement en charge du dialogue avec les actionnaires, en particulier ceux qui ne sont pas représentés au Conseil. Je sais que l'Institut français des administrateurs, l'IFA, travaille à améliorer la qualité de ce dialogue, mais on peut s'interroger en effet sur sa portée effective, sur son périmètre d'abord. Il est en principe restreint à la gouvernance de la société. Or, il est clair que l'intérêt des actionnaires va au-delà de la simple gouvernance, même si celle-ci est très importante, et couvre la stratégie et la performance de l'entreprise. Tout en évitant bien entendu de divulguer des informations privilégiées, l'élargissement du champ des échanges apparaît utile. Il apparaît utile avec tout particulièrement en termes de stratégie, puisque la performance, tout ce qui tourne la performance relève plutôt du management des entreprises. Mais la stratégie, il y a là un thème potentiel d'élargissement sur les échanges avec l'administrateur référent ou le président. En second lieu, il y a le vecteur de communication retenu. Ce sont des échanges individuels avec un administrateur. Ce vecteur apparaît, dans un certain nombre de cas, trop limité, tout particulièrement pour les petits actionnaires. La structure anglaise de l'Investor Forum, qui permet d'organiser un dialogue collectif, apparaît séduisante de ce point de vue. Nous pourrions nous en inspirer pour les sociétés à actionnariat diversifié. Enfin, la transparence de ce dialogue pourrait être améliorée. Le contenu de ces dialogues et les suites qui y sont données font déjà l'objet en principe d'une information du Conseil, mais il serait légitime qu'ils fassent l'objet d'une communication plus large, ciblée selon les thèmes qui ont été évoqués. Ces évolutions qui favoriseraient la mise en place d'un dialogue au fil de l'eau avec l'entreprise permettraient aux actionnaires d'exprimer leurs demandes dans un cadre structuré et d'apporter des réponses appropriées et au bon moment. Elles réduiraient les risques d'analyse erronée ou d'emballement de marché. Mon second point concerne la dimension ESG et le rôle désormais décisif des actionnaires pour accélérer la diffusion de sa prise en compte dans la stratégie des entreprises. Par opposition au dialogue que j'évoquais tout à l'heure, qui est un dialogue actionnarial qui s'organise entreprise par entreprise, on assiste à l'émergence d'un engagement actionnarial des grands investisseurs autour de thématiques communes déployées vis-à-vis d'un ensemble d'entreprises. Il permet en particulier de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre par ces investisseurs de stratégies de gestion qui prennent en compte les critères ESG. Cet engagement peut également se traduire à travers leur vote en Assemblée générale sur la stratégie ESG plus ou moins ambitieuse
définis par les sociétés. Les Principles for Responsible Investment, les PRI, parrainés par le Global Compact de l'ONU, sont en ce domaine une référence et ils ont désormais été adoptés par tous les grands gestionnaires d'actifs et la plupart des grands investisseurs institutionnels. Les signataires prennent ainsi par exemple l'engagement d'intégrer les questions ESG dans leur politique de vote aux assemblées générales, en particulier en déposant ou en soutenant des résolutions prenant en compte ces considérations sur le long terme. Au-delà des PRI, des cercles d'investisseurs se sont constitués autour de problématiques plus précises et plus opérationnelles afin de peser en assemblée générale. Les Institutional Investors Group on Climate Change, IIGC, ou encore le Climate Action 100+, qui rassemble de très grands investisseurs, en sont de bons exemples. Le Climate Action 100+, est ainsi plus particulièrement attentif aux politiques mises en œuvre par 161 entreprises identifiées comme sensibles en termes de risques climatiques. Le 100 plus correspond aux 100 premières, le plus c'est les 61 qui ont été rajoutées aux 100 premières entreprises d'origine. On peut toutefois observer des écarts plus ou moins grands entre les intentions affichées via une adhésion à l'un ou l'autre de ces groupes et la réalité des engagements. Les recensements effectués par le Climate Majority Project ou par The Asset Owners Disclosure illustrent ces écarts avec, s'agissant des votes en assemblée, un soutien très limité aux résolutions déposées par des actionnaires en faveur de la maîtrise du risque climatique. Il est clair que les superviseurs ne peuvent pas être insensibles à des engagements publics pris par des entités qu'ils régulent et qui ne seraient pas tenus. L'AMF et la CPR seront d'autant plus attentifs au respect des engagements pris que le droit positif européen intègre désormais le principe selon lequel les investisseurs institutionnels, les gérants et plus largement les participants de marché doivent assurer la transparence de leur politique d'engagement actionnarial vis-à-vis des émetteurs dont ils détiennent les titres de capital, soit pour compte propre, soit pour le compte de leurs clients. La directive SRD modifiée requiert des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs qu'ils élaborent et rendent publique une politique d'engagement claire et fassent état chaque année de la façon dont ils l'ont appliquée effectivement. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les co-législateurs européens ont profité de véhicules législatifs récents pour étendre ces mêmes principes de transparence à d'autres acteurs régulés, notamment les entreprises d'investissement et plus globalement les participants de marché qui conçoivent et distribuent les produits d'investissement ESG. De telles extensions, faites en marge de réformes importantes et dans des textes européens de niveau 1, ces textes n'ont pas encore été publiés au journal officiel de l'Union européenne. Ils ont été adoptés, mais ils ne sont pas encore été publiés. Ils n'ont donc non guère attiré l'attention des parties prenantes pendant les négociations des TETR, mais désormais, on peut considérer que très peu d'acteurs régulés en Europe échappent à l'obligation de rendre compte publiquement de leur politique d'engagement et de leur politique de vote. Politique de vote, cela m'amène naturellement au rôle des proxy advisors dans les choix de vote en Assemblée générale. De façon constante, l'AMF est favorable à l'exercice effectif du droit de vote des actionnaires en Assemblée générale, et de même que le recours aux agences de notation de crédit n'exonère pas l'investisseur d'effectuer une analyse propre de son risque de crédit, le recours à un proxy advisor ne l'exonère pas de sa responsabilité et donc d'une analyse propre des résolutions présentées au vote en Assemblée générale. Nous sommes néanmoins conscients de l'utilité de ces agences de conseil en vote dans l'analyse des résolutions présentées. Les services qu'elles proposent contribuent à réduire le coût d'analyse et de traitement de l'information des sociétés cotées et aident les investisseurs professionnels, notamment ceux qui sont basés loin du pays de cotation de l'émetteur ou ceux qui gèrent des portefeuilles très diversifiés. Cela les aide à accomplir leurs devoirs fiduciaires et de gérance. Pendant longtemps, à défaut d'un consensus sur le rôle et l'influence réelle des agences de conseil en vote, la bonne conduite et la gouvernance de ces acteurs a relevé du domaine de l'autorégulation.
On estimait en effet que les recommandations qu'elles diffusent s'inscrivent dans le cadre d'une relation contractuelle avec leurs clients et qu'une réglementation, à l'image de celle mise en place pour les agences de notation de crédit, serait inappropriée et excessive, les conseils prodigués par les proxy advisors n'étant pas utilisés à des fins réglementaires. Le poids croissant de la gestion passive et la forte concentration du secteur des proxy advisors ont toutefois conduit à donner aux recommandations de vote diffusées par une ou l'autre des agences un poids déterminant dans l'adoption ou le rejet de certaines résolutions. Certaines pratiques ont donc suscité des critiques souvent vives de la part des émetteurs. Ainsi, on a pu reprocher à certaines agences l'absence de dialogue réel avec les émetteurs, une approche trop mécanique ignorant les spécificités du droit et du marché français et des travaux d'analyse entachés de conflits d'intérêts. En effet, certaines agences fournissent parfois des services de conseil aux émetteurs dont elles évaluent les résolutions en assemblée générale. L'AMF a donc été l'un des premiers régulateurs à esquisser les contours des bonnes pratiques à suivre par les agences en faisant le choix de la soft law. Dès 2011, en l'occurrence dans sa recommandation de 2011-06, elle posait pour la première fois les principes de la transparence de la politique de vote des agences, de la qualité de l'analyse, du dialogue avec l'émetteur en amont de l'Assemblée générale et de la divulgation des conflits d'intérêts affectant l'agence. Le droit européen est venu opportunément relayer cette initiative avec toutefois le délai propre à la production de la norme européenne. La directive SRD2, qui est proposée en avril 2014, mais qui est applicable seulement depuis juin de cette année, contient un article dédié à la transparence des agences de conseil en vote. Loin de requérir l'enregistrement des agences de conseil auprès d'une autorité nationale ou de l'AEMF, de l'ESMA, comme certains l'auraient souhaité, SRD2 requiert en revanche des agences de conseil actives dans l'UE qu'elles rendent désormais publics leur code de conduite, informent leurs clients chaque année sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités et gèrent leurs éventuels conflits d'intérêts en toute transparence. Sans attendre la clause de revue de ces dispositions européennes à l'horizon 2022-2023, le législateur français a confié à l'autorité des marchés financiers, à travers la loi Pacte, la tâche de rendre compte chaque année de l'application de ces dispositions par les agences de conseil en vote actives en France. Elle s'en acquittera donc à compter de 2020 par le biais de son rapport annuel sur la gouvernance d'entreprise que j'évoquais en introduction. On notera toutefois qu'alors que l'Europe applique pour la première fois ces nouvelles règles sur les proxy advisors, mais fait le choix dans cette régulation de se fonder sur la transparence plutôt que sur un encadrement strict de la profession et sur un encouragement à se référer donc à un code de conduite, le débat reste très vif aux États-Unis, en particulier depuis un projet de loi de réforme de la gouvernance d'entreprise qui date de 2017 et qui n'est d'ailleurs toujours pas adopté et qui aurait réglementé ces activités de proxy advisor. Il y a 2 mois, la SEC a clarifié dans une guidance la responsabilité des agences de conseil en vote vis-à-vis de leurs clients dans un sens très strict. Les agences sont passibles de sanctions si leurs recommandations et conseils de vote sont faux ou trompeurs. Des positions antagonistes s'opposent aux États-Unis entre ceux qui appellent à une action plus forte de la SEC pour réguler la profession et ceux qui craignent qu'un encadrement strict renchérisse les coûts et affecte la concurrence. Il est trop tôt pour dire si l'approche d'encadrement retenue par l'Union européenne ne constituera qu'un premier pas ou si elle représentera au contraire une réponse pérenne au débat soulevé par le recours au proxy advisor. L'autorité des marchés financiers aura, quant à elle, le cœur à partager ses observations avec la place chaque année de manière impartiale, comme l'y invite la loi. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous ce matin sur l'engagement actionnarial. Je vous souhaite une bonne conférence.